Plateau, je crois bien, c'est pour la deuxième ou troisième fois comme ça. Il s'appelle tout simplement Monsieur Guilain Kalala. Il est informaticien, mais aussi assistant à l'université Réfranchi. Mais on va parler avec lui de ce sujet parce que c'est un enseignant, c'est un parent et c'est aussi un informaticien. Il maîtrise quand même pas mal de choses à ces sujets. Hein. Et il est le bienvenu. Venez fouler le tapis royal de la Grande Z. Soyez le bienvenu chez nous. Vous êtes chez vous. Nous sommes en direct. Franchement, nous sommes très ravis de vous recevoir encore une fois de plus sur ce beau plateau. Bonjour, cher Guilain. Bonjour, Monsieur Jonathan, bonjour Madame Grace, bonjour Madame Magali et bonjour Messieurs Grévis. Voilà, je ne l'ai pas oublié. Allez, nous sommes très ravis de vous recevoir ce matin. On va parler de ce sujet, usage de la tablette comme outil de l'enseignement. C'est notre sujet du jour. Ça vous va? Ça vous va? Vous trouvez ça comment? Oui, très bon sujet. Très bon sujet, ouais. Ça ne va pas déranger les parents qui nous regardent en ce net moment? Pas du tout. Je ne pense pas, parce que c'est à leur avantage, c'est à l'avantage des enfants. Je pense que ça ne pourrait pas déranger. Allez, une question justement... Avantage des enfants ou des parents? Bah, des deux côtés. Hein. Ok. Voilà. Est-ce que, avant même de commencer avec mes questions, est-ce que Grace Dikonja, y a-t-il encore quelque chose à dire ou Non, Jonathan, tu peux commencer. Voilà, la toute première question. Vous, en tant qu'enseignant, mais aussi parent, comment définir l'enseignement au contexte congolais aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, l'enseignement, c'est pratiquement un moyen, n'est-ce pas, qui permet aux enfants d'acquérir des connaissances, de grandir dans une bonne instruction et enfin de s'épanouir. Voilà. Est-ce que je parle bien du contexte congolais, est-ce que ça demeure toujours réel, ce que vous venez de dire là? On peut dire oui, dans des cas vraiment assez spécifiques. Oui, sous réserve. Ouais, bon, on peut dire ça, oui, sous réserve, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Vous voyez, il n'y a pas que l'État. Aujourd'hui, les écoles de l'État, c'est vrai, il y en a. Aujourd'hui, les écoles conventionnées, comme on les appelle, il y en a aussi. Mais il y a beaucoup plus de privés, des privés qui, nous le savons, ont comme objectif aujourd'hui, pas d'abord l'éducation, mais d'abord se faire de l'argent. Vous savez, ce sont des entreprises, n'est-ce pas, que ces particuliers créent. Alors, ils font tout pour arriver d'abord à leurs objectifs premiers, qui est se faire des bénéfices. Sous la protection de l'État, la paternité de l'État. On peut dire ça, hein, parce que l'État n'a pas d'excuse. Hein. L'État est là pour réguler. Et lorsque nous sentons qu'il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution, alors on ne peut que jeter la balle du côté de l'État. Jonathan Makila, vu qu'on parle de l'enseignement, je voulais d'abord aussi poser cette question. La différence entre l'enseignement d'hier et l'enseignement d'aujourd'hui. L'enseignement d'hier et l'enseignement d'aujourd'hui. Bon, je sais que je n'aurai peut-être pas le même avis que tout le monde, mais il se ferait quand même que ce soit mon avis. Vous êtes libre. J'entends les gens dire que hier c'était bien, aujourd'hui c'est pas bien. Bon, il faut se dire qu'il faut toujours contextualiser. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Ça veut dire, hier, il n'y avait pas Internet. Hier, il n'y avait pas cette mondialisation. Hier, il n'y avait pas des outils comme ça. Hier, l'enseignant avait le plein pouvoir. Hier, l'enseignant pouvait facilement dire quelque chose à l'enfant et l'enfant écoute directement. Hier, les parents conféraient, n'est-ce pas, ce pouvoir-là aux enfants, plutôt aux enseignants. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement pas pareil. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où toutes les punitions pratiquement sont prohibées. Pratiquement. Aujourd'hui, les punitions pratiquement sont prohibées. Bon, c'est pas. Nous autres ici, quand on étudiait les chicottes, se mettre à genoux, on n'est pas mort, voilà, on est vivant jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un peu très compliqué. Donc, les parents cautionnent certaines mauvaises pratiques, est-ce que si on peut dire ça? Non, je dirais pas seulement les parents, parce que ça va au-delà des parents. Aujourd'hui, même avec les droits de l'homme, droits de l'enfant, droits de ceci, droits de cela, on a un peu réduit le pouvoir de l'enseignant. Maintenant, l'enseignant, au-delà du fait qu'il doit transmettre la matière, il doit s'adapter au comportement des enfants et non l'enfant s'adapter à lui, mais il faut que lui s'adapte aux caprices de l'enfant. Sinon, c'est compliqué. Et donc, s'il faut faire ça et ensuite enseigner, vous voyez que le travail de l'enseignant est devenu un peu plus dur que hier. Actuellement, disons, vous êtes fier de notre système éducatif? Je n'oserais pas le dire
Je n'oserais pas le dire. Mais du moins, il y a des efforts qui sont faits au jour le jour pour que l'enseignement soit toujours de qualité. Voilà. Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, grâce Dikonja, on va suivre un élément en quelques minutes et puis on va se retrouver juste après pour prendre comme ça déjà notre sujet du jour. Hein. On va poser toutes nos questions possibles concernant déjà les thèmes affichés au bas de vos écrans. Prenons cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Dans les salles de classe, les tableaux noirs et les cahiers laissent la place aux ordinateurs et aux tablettes numériques. Et les pays en voie de développement ne font pas exception. À partir de quel âge les enfants ont-ils besoin d'être sensibilisés aux technologies de l'information? Cette semaine, dans Learning World, nous allons voir comment l'éducation s'adapte aux dernières technologies pour préparer les élèves au monde du travail. Dans certaines régions du Kenya, l'éducation est encore très basique et le décrochage scolaire très élevé. Mais un projet a révélé que les tablettes numériques et certaines applications pouvaient être une solution pour redonner l'envie d'apprendre aux élèves. Allons voir comment ces technologies de l'information ont une incidence sur l'assiduité et l'efficacité des jeunes. Ilimu est le terme swahili pour éducation. Et c'est aussi le nom d'une application numérique destinée aux élèves. Imaginée par une équipe de développeurs de logiciels voulant s'engager dans l'une des communautés kenyanes les plus pauvres, cette application a pour but de capter l'attention des élèves et de leur donner envie de s'instruire. Ici, près de la moitié des élèves quittent l'école à l'âge de 14 ans. Pour Nivi Mukerji, à l'origine de ce projet pilote, un enseignement plus interactif incitera les élèves à rester plus longtemps sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, au lieu d'avoir seulement des livres qui nous ennuient, nous avons des animations, des jeux, des chansons, des vidéos, des quiz pour que l'apprentissage devienne amusant, interactif et agréable. Ce projet pilote a été lancé à Kawangware, l'une des parties les plus pauvres de Nairobi, connue pour les trafics de drogue, la prostitution et le crime. Ici, c'est une chance de pouvoir aller à l'école. Marceline Keyanda, 13 ans, se prépare à passer les examens finaux du primaire. Pour elle, cette application numérique est bien plus stimulante et plus accessible que les livres scolaires. Maintenant, les professeurs ne viennent plus avec des tas de livres, mais simplement avec des tablettes. Quand on a une question et que le prof n'est pas là, on a juste à cliquer sur la tablette pour trouver la réponse. Les raisons du décrochage scolaire précoce au Kenya sont nombreuses. Le système éducatif aurait d'abord besoin de 80 000 professeurs supplémentaires. Les étudiants sont entassés dans de minuscules salles, ce qui pose des graves problèmes de concentration. L'objectif d'Ilimu est de capter l'attention des élèves. Les élèves, grâce aux tablettes, ont repris confiance en eux. Ils ont trouvé le courage de reprendre le chemin de l'école et elles ont amélioré leur comportement, leur assiduité, leurs résultats. Sur le plan éducatif, elles font énormément avancer les élèves. Pour Nivi Mukerji, l'enjeu de l'application numérique ne se limite pas seulement au parcours scolaire. Grâce à cette technologie, elle voudrait aussi sensibiliser les jeunes à l'environnement, à la justice sociale, aux droits de l'homme et à la finance. Nous voulons éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des acteurs dans l'économie du XXIe siècle. Nous souhaitons qu'ils soient de meilleurs dirigeants et des électeurs plus éclairés. Nous espérons voir à l'avenir tous les enfants d'Afrique et d'ailleurs dans le monde utiliser ce type de technologie. L'espoir de Nivi Mukerji, c'est que cette nouvelle application révolutionne l'éducation en Afrique et qu'elle participe à créer du lien entre les différents pays qui la composent. Il est clair que la technologie tient une place importante dans le monde éducatif. Mais à quel âge les enfants doivent-ils commencer à apprendre la programmation? En Estonie, où ils y sont familiarisés très tôt, le gouvernement a récemment lancé un programme national d'écriture de code qui a pour but de familiariser la nouvelle génération aux technologies de l'information. La fondation estonienne Tigerleap a lancé un programme qui introduit les technologies de l'information et la programmation informatique à l'école, dès l'enseignement primaire. Depuis le début de l'année scolaire, le programme a été mis en œuvre dans de nombreuses écoles.
Allez, on vient donc de suivre là un élément de nos confrères des Hero News. On a vite compris que c'était comme ça du côté Kenya. On vient de suivre qui les enfants apprennent déjà à travers la tablette. Et c'est ce qu'on aimerait bien savoir si ça sera aussi possible ici en RDC chez nous. Et nous en parlons avec notre invité sur ce plateau, M. Guillain. Nous venons de suivre l'élément ensemble. C'est notre sujet du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, on est prêts comme ça d'utiliser les téléphones, l'ordinateur, la tablette comme outil de l'enseignement? Non, je dirais oui. On peut utiliser. On suppose, jusque-là. Mais le problème est qu'il faut gérer cette transition-là. Vous voyez? Donc, passer de l'enseignement traditionnel, du modèle traditionnel vers le numérique, il faut vraiment assurer cette transition. Et il faut se dire aussi qu'il faut des moyens, n'est-ce pas? Il faut les moyens, ça veut dire que du côté des enfants, il faut que chaque parent soit capable de disponibiliser ces tablettes-là. Et du côté des enseignants aussi, faire cette mise à niveau-là pour s'adapter, n'est-ce pas, à cet enseignement avec le numérique. Et cette transition, ça risque d'être un peu plus longue parce qu'aujourd'hui, avec le moyen de vie des parents, est-ce qu'il sera possible de supporter cet enseignement numérique? Ça, ce sont des petites questions qu'il faut se poser avant de se dire que nous sommes prêts vraiment à basculer vers l'enseignement numérique. Est-ce qu'au niveau de la recevabilité de l'instruction, vous êtes sûr vraiment que l'enfant sera en mesure de recevoir l'instruction? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ça dépend pas de l'âge. Est-ce qu'on peut aussi donner à l'enfant de première primaire ou soit de deuxième primaire de commencer déjà à utiliser la tablette ou le classe supérieure? Bon. D'abord, la première question au niveau de la recevabilité de l'instruction. Bon, en ce qui concerne la recevabilité de l'instruction telle que vous le dites, je pense que oui. Parce que il faut se dire que lorsqu'on est humain, on ne peut pas rester dans ce complexe-là, dire que le blanc est beaucoup plus intelligent que le noir. Et d'ailleurs, moi, je soutiens que c'est l'inverse qui est vérifiable. Alors, je pense que nos enfants, si les enfants des blancs peuvent directement commencer à étudier avec les tablettes, je pense que les nôtres aussi peuvent les faire directement sans problème et recevoir cette instruction-là sans problème. En ce qui concerne, vous avez dit la deuxième question? Les niveaux, voilà, par rapport à l'enfant de première primaire ou soit il faut qu'il y ait des... Au fait, j'allais le dire déjà dès le début qu'il existe des tablettes, des téléphones, des ordinateurs dédiés aux enfants. Ça existe. Adapté, n'est-ce pas, à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire, depuis même l'âge de 2 ans, 3 ans, il y a déjà des outils adaptés à ces âges-là. C'est-à-dire avec des logiciels totalement adaptés qui peuvent permettre l'apprentissage petit à petit de l'enfant. Donc ça veut dire que des premières primaires jusqu'à l'université, on peut facilement utiliser l'enseignement numérique, il n'y a pas de problème. Et ma deuxième question, quel est l'apport de tablettes numériques dans l'éducation des enfants? Alors, si vraiment on doit utiliser la tablette numérique telle que vous l'avez dites, en tout cas, c'est vraiment ouvrir l'enfant à l'univers des connaissances. Je m'explique. Aujourd'hui, hier, quand nous avons étudié, on faisait des kilomètres pour chercher des bibliothèques. Vraiment des kilomètres. Parce qu'au-delà de l'enseignement que nous avons à l'école, nous avons besoin de nous documenter, chercher des livres, chercher des manuels pour pouvoir, n'est-ce pas, parfaire l'enseignement que nous avons à l'école. Mais avec des tablettes qui sont connectées, n'est-ce pas, l'enfant a cette possibilité-là directement de trouver la connaissance dans l'Internet. Connaissant très bien que l'Internet en RDC, ce n'est pas contrôlé. C'est pas contrôlé. Pas contrôlé, non. Je peux vous donner des preuves. Vous savez, récemment, ici, vers les années 2011-2012, tous, moi et vous, on se plaignait. Bakati Facebook, Bakati Bout, c'est contrôlé. Voilà, Bakati. Mais en termes de contenu. Le contenu, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne le contenu, heureusement que cette émission vient après l'émission que nous avons précédemment passée ici. Il y a de moyens d'installer des logiciels qui permettent de contrôler ce que l'enfant voit dans son ordinateur ou encore dans sa tablette. Donc ça veut dire que la tablette n'est pas le problème.
il y a des moyens pour contrôler, il y a des moyens vraiment pour circonscrire ce que l'enfant doit voir et ce que l'enfant ne va pas voir. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on s'est plaint par rapport à l'utilisation de téléphones, des smartphones pour les enfants. Les mêmes parents-là, nous, aujourd'hui, nous nous plaignons parce que les mêmes parents-là n'ont pas le temps de surveiller. Et vous pensez que sur l'enseignement, ces mêmes parents-là auront maintenant le temps pour surveiller qu'est-ce que l'enfant regarde, qu'est-ce que l'enfant déjà avec les cahiers, c'est devenu compliqué. Vraiment. Je reviens encore à la même réponse. Je vais dire ceci. En tout cas, lorsque le travail le plus dur pour les parents, c'est d'installer le contrôle parental dans le matériel. Une fois que c'est fait, vous n'avez même pas besoin de passer le temps devant votre téléphone pour voir ce que l'enfant fait. Vous pouvez programmer à distance ce que l'enfant doit faire. L'enseignant peut aussi à son niveau programmer ce que l'enfant doit voir. Vous voyez? Donc c'est tellement simple. Le numérique, c'est pour faciliter la vie aux gens, aux humains. C'est justement ça l'objectif. Aujourd'hui, on reste attiré sur le numérique. Ça détruit les enfants, ça fait ceci, ça fait cela. Rien de tout ça n'est vrai. On ne s'informe seulement pas. C'est ça seulement le seul problème. Merci Jonathan Makila, tu m'as passé la parole. Vous en avez. Est-ce une nécessité? Déjà, nous avons pas mal de problèmes. Est-ce opportun de parler de l'usage de la tablette? Est-ce avec nos conditions à nous? Est-ce c'est opportun ou bien est-ce nécessaire en ce moment chez nous d'en parler? En fait, avant de se lancer dans quelque chose, on cherche toujours à juger du pour et du contre. On fait toujours ce système-là de balance. Ça veut dire qu'on se dit, si les avantages présentés sont supérieurs aux désavantages ou encore aux charges, alors on se lance. S'il n'y a pas cet équilibre-là, on laisse tomber. Mais en ce qui, à mon avis, je pense vraiment que c'est opportun. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre des dépenses. L'État n'a pas raison de se plaindre des dépenses pour l'éducation. L'État n'en a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'investir dans l'éducation, en tout cas, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux que d'investir dans l'éducation. Parce que ceux qui vont nous diriger demain, ce sont les enfants que nous formons aujourd'hui. Alors, quoi de plus normal que de permettre de donner des moyens à ceux qui vont nous diriger demain d'être bien formés et dire demain qu'on a des dirigeants entre guillemets incompétents, on a des dirigeants entre guillemets non instruits. Je vais juste relancer. Moi aussi apporter une relance, si je te permets en fait. L'État congolais a tenté d'utiliser l'enseignement à distance. Ça n'a pas pu marcher. Et vous venez encore retenter avec l'usage des tablettes, tout ça. Vous pensez que ça va marcher parce que des problèmes incommensurables, Ezali. Vraiment, je reviens à ma première prise de parole. J'avais dit ceci, il faut gérer la période de transition. On ne peut pas passer du type traditionnel vers le type numérique directement. Ça ne tiendra jamais. Ça n'a jamais tenu ailleurs. Ça ne tiendra pas chez nous. Cette période, il nous faut combien de temps concrètement et il nous faut quoi en termes de matériel justement pour muter? Je vais vous donner un exemple. Ouais. En 2008, c'était la première année où on a utilisé les grilles électroniques au examen d'État. Vous savez ce qui s'était passé? On avait utilisé deux grilles. La grille manuelle et la grille électronique. On a corrigé à la main, on a corrigé aussi l'électronique, on a compilé les résultats, on a comparé, on a vu que bon, c'est bon, alors on a commencé. Le problème, ce n'est pas le temps, mais le problème, c'est l'adaptation. Il faut mettre les deux ensemble et voir comment est-ce que les enfants s'adaptent. Et là, avant même de commencer cette période transitoire, il faut des études et il faut aussi mettre les moyens. En tout cas, là, il faut mettre les moyens. Et s'il faudra commencer, s'il vous plaît. Ah, Jonathan. Déjà lui-même au début, il avait dit qu'il n'est pas du tout fier de notre système éducatif. En quoi ça vous rassure si aujourd'hui on mutait et que ça deviendra justement un système meilleur? Vous savez, lorsque j'ai dit ça, ça ouvre vraiment une grande fenêtre vers beaucoup de choses après. Parce que si je dis que je ne suis pas fier du système éducatif congolais, ça ne veut pas dire que le système éducatif congolais est très mauvais. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais seulement, il faut se dire que pour que l'éducation soit de qualité, ça ne dépend pas seulement de la récevabilité des enfants, mais aussi de celui qui transmet la matière. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on a mal interprété les propos du chef de l'État quand il a parlé des enseignants à l'étranger et tout ça. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais du moins, il faut se dire que nos enseignants sont pratiquement abandonnés à leur triste sort. Est-ce qu'il y a déjà eu des séances de formation, de remise à niveau et tout ça?
Peut-être. Mais est-ce que ça a permis vraiment de jauger le niveau des enseignants, voir qu'est-ce qu'ils donnent? Peut-être pas. Vous voyez? Donc, ça veut dire que de ce côté-là, le problème, ça ne sera pas que la tablette va faire ceci. Non. Même si on amène des tablettes, même si on amène le logiciel. Mais si celui qui est chargé à montrer la voie aux enfants n'y parvient pas à bien le faire, pourquoi Grévis dit que ce n'est pas opportun. On doit commencer d'abord à renforcer la capacité des enseignants et puis penser à autre chose. Renforcer les capacités des enseignants, oui. Mais à quel niveau? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, je n'ose pas dire que nos enseignants ne sont pas de qualité. On parle du problème de motivation. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois « Mbongo Mouké, Moussala Mouké ». Donc, ça veut dire ce qu'il faut qu'au Tchambongo et Belé, il faut plus qu'au Tchangonde du côté des enseignants, bien les motiver et ensuite bien les former. Moi, je me rappelle une fois, on m'avait dit qu'il y avait des enseignants d'antan qui allaient faire des formations à l'étranger. Mais pourquoi seulement il faut envoyer des députés? Pourquoi seulement il faut envoyer les membres du gouvernement et tout ça? Pourquoi pas sélectionner aussi des enseignants, aller les former ailleurs, aller donner de nouvelles matières? Comment est-ce que... Voilà. Et donc, moi, je pense que dire vraiment qu'on n'a pas de moyens, non, là, vraiment, cette raison-là n'est pas... S'il faudra tenter ou expérimenter cette belle expérience, permettez la tautologie. Tout à l'heure, vous avez parlé des écoles privées qui visent essentiellement les lucres. Et s'il faudra commencer avec cette initiative entre les écoles publiques et les écoles privées, par où commencer? Déjà que nous avons la gratuité qui pose problème. Bon, ça aussi, c'est un autre problème. Mais déjà, j'avais dit au départ que l'État a le rôle de réguler. Ça veut dire, même si vous êtes une entreprise privée, l'État garde le monopole de la régulation. Ça veut dire, là où il faut commencer, il faut toujours commencer par les écoles de l'État. Il faut toujours commencer par les écoles conventionnées. Et maintenant, si vraiment l'État tient à ce que l'enseignement passe par le numérique, alors il va imposer les numériques aux écoles privées pour leur dire qu'avant d'enseigner, avant de fonctionner ici, chez moi, en République démocratique du Congo, il faut avoir le numérique. Je vais d'ailleurs vous informer de quelque chose. Peut-être que les gens ne savent pas. J'ai entendu un ami me dire nous avons déjà un ministère du PTNTIC et pourquoi il y a maintenant le ministère du numérique. Et exactement parce que le gouvernement a cette volonté-là de rendre le numérique accessible. Un ministère fantôme, fictif. C'est vous qui le dites. Hein? C'est vous qui le dites. Un ministère vraiment qui existe, fantôme, qui fonctionne, géré par le ministre Cachemire et Bérande Kolongele. C'est vraiment un ministère qui existe, mais évidemment, c'est un nouveau ministère. Ça prend un peu le temps pour les cadres organiques, la mise en place et tout ça. Donc voilà pourquoi ça prend un peu du temps pour montrer les marques. Et Jonathan Makila, je garde la main. Ne craignons-nous pas que si on voudrait passer à cette après la transition, la phase expérimentale, que cela crée encore un décalage? Par où commencer? Doit-on commencer à Kinshasa? Doit-on commencer dans l'arrière-pays ou comment? Parce que déjà, les lots, rien que, je prends l'exemple, la publication des résultats pose problème. Maintenant, vous pensez qu'on peut commencer, privilégier d'abord la capitale, quel coin privilégier les villes, ou bien ça pourrait se faire comment, cette mise en place? Vous savez que tout ce que les gouvernements essaient de mettre en place, ou encore le pays essaie de mettre en place, ça commence toujours par une province pilote. Et je pense que Kinshasa, c'est vraiment un endroit assez... Je n'ose pas dire que l'arrière-pays doit être négligé. La ville cosmopolite. Voilà, c'est la capitale, c'est la ville. On peut déjà commencer d'abord par expérimenter ça ici. Parce que ici déjà les infrastructures ne poseront pas problème, vous voyez. À Maluku. On va commencer à Maluku. Donc ici, d'abord à Kinshasa, et puis après implémenter ça partout. Si ça tient ici, alors c'est pas forcément que ça tiendra aussi à l'arrière-pays. Maintenant, il faut prendre les infrastructures que nous avons ici, essayer aussi de les implémenter dans les provinces, et après, je pense que ça pourra tenir dans quelques... J'ai une toute dernière question. Ouais. Parlez-nous un peu de l'avantage et inconvénient de la tablette comme moyen, comme outil d'enseignement. C'est vraiment une question assez vaste, mais je vais essayer de circonscrire. En ce qui concerne les inconvénients, je commence d'abord par là. Vous savez, rester devant les écrans tactiles pendant trop longtemps,
ça fatigue aussi les cerveaux. Cette lumière-là, rester comme ça fatigue les cerveaux. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir comment gérer le temps et échelonner le temps que l'enfant passe devant les écrans. Aussi, si ce n'est pas très bien contrôlé, au lieu de former, ça risque par contre de déformer. Un jour, je parle à mes étudiants, j'ai donné un petit TP, quelqu'un m'amène quelque chose et j'ai dit non, c'est faux. Il me dit non, j'ai pris ça sur Internet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Internet, il y a l'évangile. Non. Moi, vous, tout le monde ici peut se réveiller un matin, écrire un article et balancer sur Internet. Ouais. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il faut orienter. Sinon, si on n'oriente pas, au lieu de former, ça risque de déformer. Mais les avantages, il y en a plusieurs. Ça veut dire, tel que je l'avais dit, ça permet vraiment d'ouvrir l'enfant à l'univers de connaissances. Ça veut dire que au lieu de se limiter dans ce qu'on lui enseigne, parce qu'il faut aussi dire que l'enseignant n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il peut se tromper, il peut aussi ne pas avoir d'informations sur un sujet, mais l'enfant, n'est-ce pas, avec la tablette, avec le numérique, avec l'Internet, peut, n'est-ce pas, arriver à parfaire ses connaissances. Voilà, deux questions. La première question, je voulais savoir, quels sont d'autres outils d'enseignement à part la tablette? Du côté numérique ou du côté traditionnel? Du côté numérique. Bon, parce que vous parlez des tablettes, voilà pourquoi je n'ai parlé que de la tablette. Voilà. Mais à part des tablettes, il y a les smartphones aussi, on peut les utiliser, surtout les ordinateurs, n'est-ce pas? Et avec les enseignants, ou encore dans la salle des classes, on peut projeter, n'est-ce pas, les images à travers un rétroprojecteur, ainsi de suite. Et le matériel physique n'est pas vraiment le souci. Le souci, c'est plutôt le matériel, plutôt le software, ça veut dire le programme qui sont installés dans ces matériels-là. Vous, en tant qu'informaticien, comment utiliser la tablette électronique pour suivre une leçon? Bon, comment utiliser la tablette pour suivre une leçon? Voilà. Ça, ce n'est pas l'apanage de l'informaticien. Okay. Ça, là, c'est l'apanage de l'enseignant. C'est l'enseignant qui va orienter son élève, comment il va faire pour suivre la leçon. Il va lui dire, par exemple, lance ce programme-ci. Et aussi, c'est adapté au programme qui est dicté par l'État. Si l'État dit qu'il faut enseigner ceci, alors l'école va chercher le programme qui est adapté, le logiciel qui est adapté à ce programme-là. On l'installe et on montre comment suivre. L'informaticien se limite à donner les moyens, n'est-ce pas, à donner les moyens, à donner la connaissance, à briefer, n'est-ce pas, les enseignants ainsi que les élèves. Regarde, si tu appuies ici, ça risque de s'éteindre. Si tu fais ça, ça risque de s'éteindre. Mais comment utiliser, comment suivre le cours, alors ça, c'est totalement de l'apanage de l'enseignant. Allez, on vous dit merci, cher Ghislain Kalala. On est tellement pressé par les temps. Je rappelle que vous êtes comme ça assistant à l'université Révérend Kim. Avec vous, on a parlé de ce sujet éducation, usage de la tablette comme outil de l'enseignement. Allez-y comprendre que la régie a un problème sérieux aujourd'hui. Allez, merci Grace Dikonja, merci Gravis, merci Magali. On dit également merci à Dan Sindani, il était seul derrière toutes les caméras. Merci à Anyoma Bengo, merci à Jires Loutete, merci également à Yannick Mbo, merci à la grande famille Bon Appétit, merci pour justement le soutien et l'accompagnement. On nous signale qu'il y a un nouveau sponsor qui vient de s'ajouter. Bon, c'est normal, on peut dire merci à l'Éternel parce qu'ici, il n'y a que des bonnes choses. Allez, vous aimerez également travailler avec nous, le numéro affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous, appelez-nous, on va collaborer de sorte que vous gagnez, biso peto gagner. Allez, mais sinon, continuez toujours, il y a que diffuser Bolingo Bisiko Bozolanda Biso. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Grâce Dikonja, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tonton Jonathan, de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Allez, on a fini. Au revoir. Au revoir.